Ici Émilie Paquin et vous écoutez le podcast Victis, un balado qui propose de nouvelles manières d'étudier, d'analyser et de collaborer aux études sur les jeux. J'ai le grand plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Félix Préjean. Nous avons discuté notamment des intérêts de Félix envers le jeu Magic the Gathering et aussi son angle de recherche pour son mémoire de maîtrise, plus précisément l'opinion qu'a la communauté envers les cartes proxy. Bonne écoute! Donc, bien le bonjour Félix, je suis vraiment contente de t'avoir au podcast avec moi aujourd'hui. Moi de même, Émilie, moi de même. Donc, c'est la seconde édition, donc second podcast à distance. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est chez soi, il y a le ventilateur à fond, on est l'été, j'habite à côté d'une rue passante, toi aussi, donc on s'excuse si il y a bruit, mais bon, c'est la réalité de la pandémie. C'est pas grave, on va avoir du fun pareil aujourd'hui, parce qu'on va parler de ton projet de mémoire. Mais avant ça, J'aimerais ça, Félix, que tu te présentes et qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Merci, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi vidéoconférencé, évidemment, parce qu'on n'est pas dans la même pièce. Je me présente, Félix Préjean. Je suis étudiant à la maîtrise en communication, jeux vidéo et ludification. C'est un retour aux études que je fais. J'ai perdu mon emploi à cause du COVID. Fait que je me suis dit que tant qu'à jouer à des jeux vidéo toute la journée, j'allais étudier des jeux vidéo toute la journée. Bonne idée. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, bien sûr, de la maîtrise. Sinon, on the side, je suis également directeur adjoint dans le petit studio indépendant qui s'appelle Astrolab Interactive Inc. On est situé dans Outremont, dans le Myland. C'est une belle boîte, allez voir ça. On va mettre le link dans le vidéo, l'article, si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi. Shameless self-promotion. On aime ça ici. Exact. Super. Ben, et avant qu'on commence, j'aime ça aussi poser la question, c'est quoi ton top 3 jeux préférés of all time? Ça peut être jeux vidéo, ça peut être jeux de société, ça peut être jeux de cartes, ça peut être ce que tu veux. Pour ma part, c'est difficile de donner un jeu vidéo préféré of all time. Ben oui, c'est clair. Mais ces temps-ci, je joue beaucoup à Super Smash Bros. Ultimate. On organise une ligue avec mes amis en ligne où on joue des games toutes les semaines. Ben, On est rendu au volume 2, c'est bien nice. J'ai pas toutes mes parties, mais c'est cool. Je suis pas très bon, mais j'aime ça. c'est l'important. Exact. Sinon, j'aime beaucoup les jeux de gestion. Ça peut être des formations professionnelles. Ces temps-ci, je suis sur Evil Genius 2. C'est un excellent jeu de gestion avec un style incroyable. Et évidemment, le dernier, mais non le moindre, Magic the Gathering, qui est un jeu auquel je joue depuis environ une vingtaine d'années, à peu près. Quasiment un expert, on pourrait dire. Presque un expert. On pourrait même dire bientôt un maître, parce que c'est le sujet de mon mémoire. Oh, je suis la transition. La transition parfaite. Oh, ben parfait. Allons-y de ce pas dans ce cas-ci. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de ton projet de mémoire et mémoire de maîtrise, en fait, sur Magic the Gathering, mais plus précisément, toi, tu t'intéresses à la pratique de l'utilisation de proxy, de cartes proxy au sein de la communauté de joueurs non compétitifs. C'est exact. Est-ce que tu peux, en 3 phrases ou moins ou plus, nous expliquer c'est quoi que tu veux regarder avec ce projet de mémoire? Absolument. Bon, là, évidemment, c'est un peu à froid. Il y a un contexte là, qui supporte ce qui m'intéresse et ce que je recherche. Oui, On va y venir plus tard, on bien va y sûr. venir, bien sûr, oui. Mais en gros, moi, je m'intéresse à l'utilisation des proxys, c'est-à-dire des fausses cartes de Magic the Gathering dans un contexte non compétitif. Non compétitif parce que c'est le seul endroit où elles sont autorisées. Le jeu compétitif, les cartes proxy ne sont pas autorisées. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est à savoir pourquoi est-ce que les gens utiliseraient des cartes proxy ou ne les utiliseraient pas, considérant qu'une carte proxy coûte vraiment pas très cher à faire et une carte authentique qui coûte souvent très cher. Donc, il y a une question d'accessibilité au jeu, il y a une question aussi de normes, une question de pouvoir et d'influence. Et c'est ça un peu que je veux démystifier, c'est le pourquoi est-ce que quelqu'un utiliserait ou pas un proxy, soit individuellement, pourquoi est-ce que moi je l'utilise ou pas, et socialement, comment est-ce qu'on me pousse à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser.
Plein de controverses, cette proxy. C'est un sujet contentieux, n'est-ce pas? Bon, ben, allons au départ, là, comme j'allais dire d'où proviennent les cartes, là, mais ça, c'est aller loin en arrière. Mais la base, justement, des cartes à jouer, c'est pas quelque chose de nouveau, là. C'est quelque chose qui existe depuis presque la nuit des temps. Presque la nuit des temps. Ça ressemble à un sujet à amener, ça. Exactement. Je vais te laisser l'expert en parler. C'est bon. Écoute, les jeux de cartes à collectionner, c'est un sujet. Juste pour setter la table un peu, Mhm. on va parler d'abord des cartes à jouer. Hein, les paquets de 52 cartes, poker, blackjack, tout ce genre de jeux-là. Ça existe donc pas exactement depuis la nuit des temps. Ça existe depuis l'invention du papier. Première trace de cartes à jouer. Bon, attends, j'ai retourné dans mon projet de mémoire. À peu près 9e siècle en Chine, l'impression du Presque, papier. presque depuis la Euh, nuit des temps, presque. presque depuis la nuit des temps, mettons l'aube des temps. L'aube des temps, c'est beau ça. Euh, ça devient évidemment extrêmement populaire. Les cartes à jouer, c'est genre un mouvement, une révolution sociale. Les gens peuvent jouer à des choses. Tellement qu'il y a des jeux, il y a des jeux. En fait, tous les cartes à jouer sont bannies dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, parce que les gens ils jouent trop. Fait que c'est quand même impressionnant. Fait que les cartes à jouer, ben on sait, aujourd'hui encore les gens ils jouent beaucoup et il y a tellement de jeux qu'on peut faire avec ça. Un peu également, l'autre, en fait, ça, c'est un des aspects des jeux de cartes à collectionner. Et l'autre aspect, bien entendu, c'est les cartes à collectionner. Ça, si on veut réfléchir aux cartes à collectionner, il faut réfléchir aux cartes de baseball qui sont inventées à la fin du 19e siècle. C'est ça, dans les années après 1860. Donc, à la fin du 19e siècle, des cartes à jouer, plutôt des cartes à collectionner, représentant des joueurs de baseball ou des équipes de baseball, qui sont rajoutées à des paquets de cigarettes. C'est vraiment un move purement promotionnel. Il n'y a pas une intention de créer quelque chose là-dedans. C'est vraiment juste dire ça va aider à solidifier ton paquet de cigarettes. Puis ben, en même temps, on met de la pub dessus. De la pub pour des joueurs de baseball. Quand même assez intéressant Ça que. reste. Excuse-moi de t'avoir Non, coupé. vas-y. Je trouve ça super intéressant de voir qu'en fait, on part de quelque chose de super promotionnel, de super presque banal, puis là, ça se transforme en fait en non jusqu'à combien je peux en collectionner, puis que ça prenne de la valeur après. Je trouve ça tellement, tellement intense comme concept, là, c'est fou. Mhm. Puis en fait, c'est parce que c'était cet objet promotionnel-là dont tout le monde se foutait qu'aujourd'hui, ça a de la valeur parce que, comme je dis, ça venait dans des paquets de cigarettes. Évidemment, c'était juste vendu aux adultes. Bon, en théorie. Sauf que les papas et les mamans, quand ils fumaient leurs cigarettes, ben, ils jetaient leurs cartes. Et ça, c'est les enfants qui les ramassaient et qui commençaient à Ah, les collectionner. Donc, c'était mhm, pas un objet de collection, c'était vraiment juste un objet marketing. Sauf que quand ces enfants-là ont grandi, jusque dans les années début 1900, ben, eux étaient rendus adultes. Eux avaient encore leur boîte, leur collection de cartes à jouer. Et avec la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, ouais, en 1909, évidemment, tous les adultes étaient partis à la guerre, il restait des enfants et les femmes aux États-Unis. Et les cartes à collectionner, les cartes de baseball, ont commencé à se diversifier et à s'installer dans un peu n'importe quoi, y compris des paquets de gomme destinés aux enfants. Et là, oh, c'est devenu un vrai un thing. Là. Les gens imprimaient les cartes à collectionner, pas juste pour solidifier les paquets de cigarettes, des paquets de gomme, mais aussi vraiment pour collectionner. Il y en avait qui étaient plus rares que d'autres, il y en avait qui étaient signés par des joueurs. Fait que c'était devenu vraiment un mouvement. C'était rendu un thing. C'est resté un peu comme ça, là, un objet promotionnel, encore une fois, mais créé avec intention de collection, jusqu'après en 1980, où là, il y a eu un genre de switch. L'imprimerie est devenue plus facile et les gens ont commencé à comprendre que ça avait de la valeur. Parce que les premières personnes qui commençaient à collectionner les cartes, là, c'était rendu des adultes, puis ils voulaient la serrer au complet. Sauf que vu que même dans le temps, on les collectionnait, mais on les connaissait pas très bien, c'était pas nécessairement entreposé de manière safe pour des cartes et des bouts de carton. C'est généralement assez cheap aussi, on va se le mhm. dire. Euh, ben, les gens voulaient compléter leur collection et les gens ont commencé à vendre ces vieilles cartes-là. Puis là, on s'est dit, oh man, ça vaut du cash. Et là, il y a l'industrie de la collection qui a commencé. C'est une époque
C'est une époque dans le monde des collectionneurs de cartes de baseball qui est connu sous le nom de junk card, parce que au lieu de devenir un objet promotionnel, en fait, les cartes n'étaient plus un objet promotionnel, elles sont devenues un objet, un produit en tant que tel. Fait que les gens pouvaient acheter un paquet de cartes, puis à l'intérieur, il y avait des cartes plus communes et des cartes plus rares. Certaines cartes, encore une fois, qui étaient signées par des joueurs, puis ça, c'était le Saint Graal Ben oui. des cartes de baseball. C'était la carte signée par Babe Ruth, genre, Une je joue plus, pas au baseball. une plus-value en plus, là. Exact. Ah. Fait qu'elles deviennent un produit. Les gens achètent des cartes pour les collectionner. C'est pas un byproduct de l'achat de quelque chose. Puis là, fast forward en 1993, on arrive un peu dans le vif du sujet. La compagnie Wizards of the Coast, petite entreprise américaine qui fait des jeux de rôle, puis fait enfin, à l'époque, c'était une petite entreprise, maintenant c'est rendu multinational. Ouais, beaucoup. Ouais, vraiment. Ils font des jeux de rôle, ils font des suppléments pour Donjons et Dragons, tout ça. Ils demandent au Richard Garfield, doctorat en mathématiques, mais également un game designer qui a fait des jeux par le passé, de leur créer un jeu facile à transporter, rapide, et qui se joue dans des conventions. Fait que n'importe qui peut y jouer sur le coin d'une table, dans un line-up pour un panel à Gen Con. Et Richard Garfield il avait bidouillé un peu avec cette idée-là de cartes à collectionner, et il est arrivé avec Magic the Gathering, qui est un jeu qui combine donc les jeux de cartes qu'on connaît, paquet de 52 cartes, et les cartes à collectionner avec des raretés, des boosters. Magic the Gathering, c'est donc un jeu qui est indissociable du modèle d'affaires. Il y a des cartes qui sont rares, et ces cartes-là ne se trouvent que dans des boosters, et c'est aléatoire. Donc, il faut trouver la carte. Il faut trouver la bonne carte dans les boosters. Donc, c'est un peu comme le début des loot box, quoi. Exactement ça. C'est l'origine. Bon, ça, on pourra en parler plus tard, mais Magic, c'est un peu du gambling pour les enfants. Un peu? Mais c'est Ouais. pas le sujet de ce podcast. Non, 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 non. Mais on s'en parlera un autre tantôt si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, c'est en 93. Magic the Gathering fait son apparition. Les gens deviennent fous. Tout le monde capote. Tout le monde est comme ah! La première édition Alpha est vendue en un week-end à Gen Con, justement, je pense. Pour vrai, Oh, ils ont wow. sold out. Puis dans l'année d'après, ils ont fait plein d'autres éditions. Ils ont raffiné le processus également là, d'édition. Puis à chaque fois, c'était sold out. Fait qu'il y avait déjà une rareté énorme de créer par rapport à ce jeu-là, par rapport aux toutes premières cartes. Wow, OK. Ouais, il y a du monde aussi, hein, Gen Cons, donc c'est toutes les fans justement de Donjons Dragons et compagnie. Donc Yes. c'est clair que le mot s'est passé extrêmement rapidement Mhm. et qu'il y a eu engouement. Je peux parfaitement Ben oui. comprendre. Et en plus, c'était ça le but du jeu. Tu sais, c'est un jeu que tout 3-4 paquets, tu commences à jouer, tu échanges des cartes. Tu sais, c'était ça l'intérêt. C'était un jeu qui se joue dans une convention, c'est un jeu qui se joue rapidement Mhm, sur un coin de table. effectivement. C'est toujours ça, Magic the Gathering. Tu sais. D'ailleurs, on va dire Magic pour le reste du podcast parce que Oui, c'est bon. on va rajouter un 20 minutes de runtime à la chose. J'accepte, c'est bon. D'autres, avant de continuer sur Magic, Mhm, d'autres jeux de cartes à collectionner que tu connais certainement et que d'autres personnes connaissent certainement, ben, il y a Pokémon, un jeu de mhm. cartes, Yu-Gi-Oh! Là, on démontre un peu notre âge, notre génération. Mais non, moi, j'ai grandi avec les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! J'en ai encore dans une boîte quelque part. Tu vas être millionnaire un Euh, jour, clairement. c'est sûr. C'est sûr. I Je pense, wish. je pense que le succès aussi, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que le succès de ces jeux-là, c'est surtout qu'il y avait du transmédia aussi. Donc, il n'y avait pas juste les cartes Pokémon, il y avait aussi le manga, les émissions de télévision, plein d'autres variétés, des plushies, name it. Et c'est ça qui créait justement cet engouement-là parce que t'es comme, ah, je vais avoir ma petite carte de Pikachu. Maintenant, j'ai comme ce Pikachu-là avec moi qui vaut quelque chose. Puis personnellement, je jouais pas à Pokémon. Je voulais juste le maudit petit Pikachu ou n'importe quel autre Mhm. Pokémon juste pour dire que je l'avais avec moi. Un peu comme le jeu, en fait. L'origine du jeu, c'est catch them all, de les avoir, les Absolument. capturer, toutes les capturer. Donc, je pense que ça marchait très bien aussi avec l'intention derrière du produit. Oui, absolument. Et même si Magic, c'est le premier, c'est le plus Mhm, ancien, aujourd'hui, c'est un des plus gros, pour ne pas mhm, dire le plus gros. mhm. À cette époque-là, vers la fin des années 90, quand la Pokémania
était à son battait son plein. Même chose pour Yu-Gi-Oh! En fait, ces jeux de cartes-là étaient plusieurs ordres de magnitude plus populaires que Magic. Magic restait un jeu très niche, plus pour adultes, plus pour. C'est un peu plus mature comme thème là, que Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Pokémon. Mais Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'était la folie, en fait. On Ouais. sait. Puis c'est tout à fait vrai, là, l'univers transmédiatique fait que les gens accrochent à une partie du produit, de la brand, Mhm. puis après ça, ils vont branch out sur tous les autres aspects de la brand. Ce que Magic n'avait pas, et jusqu'à un certain point, il n'a toujours pas, en fait. Toujours pas réussi à avoir cet univers transmédiatique-là, au moins aussi intense que la Pokémania. Bon, ça veut dire que c'est difficile de faire quelque chose d'aussi intense que la Pokémania, et c'est vrai. Sinon, plus récemment, il y a un jeu comme Hearthstone, publié par Blizzard Entertainment, qui a atteint 40 millions de joueurs il y a quelques années. Évidemment, c'est un jeu en ligne. Les paramètres sont différents, mais c'est quand même un jeu de cartes à collectionner numérique. Donc voilà un peu pour la prémisse des jeux de cartes à collectionner, pour la prémisse également de Magic the Gathering, un peu son historique. Un très À bon noter résumé. que, pas pire, à noter également que Wizards of the Coast a été racheté par Hasbro en 2001, je pense, quelque chose comme ça. Pour le meilleur et pour le pire, ça a ajouté que Wizards of the Coast a eu le capital pour branch out et réinvestir dans Magic puis faire un produit qui est meilleur, qui est plus de qualité. Mais évidemment, ça n'a pas été sans heurts. La gestion du changement est toujours quelque chose de difficile. Encore une fois, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est quand même intéressant quand on suit l'histoire de Magic the Gathering, de voir le passage de petit studio de jeu à département de multinationale. Ouais. Non, ça doit être assez intense, ce changement-là. Mais j'imagine que ça n'a pas eu d'impact sur les proxys nécessairement. Ça a plus impacté la brand qu'autre chose. Absolument. Ça a impacté la brand aussi, mais la popularité du jeu. Et donc, de facto, les proxys. Est-ce qu'on passe à la deuxième section, Bien Magic sûr. the Gathering? Comment ça fonctionne? Merci de m'amener là. Donc, mettons là, que je suis une personne qui écoute ce podcast et je n'ai aucune idée c'est quoi Magic. Je sais pas comment jouer. J'ai entendu des gens un moment donné en parler un peu. J'ai vu des gens jouer quand j'étais allée dans mon magasin de jeux. Explique-moi. Magic the Gathering. Écoute, c'est quelque chose, c'est un phénomène quand même. Je vais commencer par un petit disclaimer. Donc, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast qui sont des joueurs avides. Et donc, qui ne sont pas des joueurs du tout, on l'espère. On les salue d'ailleurs. Donc, par souci de simplicité, je vais rester aux règles qui sont standards, qui sont génériques. Parce que Magic, tout comme les jeux de cartes, c'est un jeu qui se joue de plein de manières différentes, qui se joue à toutes les sauces. Mais par souci de simplicité, on va rester là au mode de base, mettons. Donc, Magic. Dans Magic, les joueurs incarnent des Planeswalkers, qui sont des puissants magiciens qui peuvent se déplacer d'un plan d'existence à l'autre par un simple effort de pensée. En se déplaçant dans ces plans d'existence-là, les magiciens vont rencontrer des alliés, soit d'autres magiciens, d'autres Planeswalkers, des individus puissants, des monstres, des créatures, des objets magiques, des sortilèges et tout ça. Également des territoires puissants et riches en énergie magique, qu'on appelle le mana. Et en accumulant tous ces monstres, créatures, sortilèges, objets, terrains-là, les joueurs vont se créer une bibliothèque, un arsenal magique avec lesquels ils vont pouvoir se battre contre d'autres magiciens, d'autres Planeswalkers et gagner ou perdre. Voilà. C'est un peu ça l'aspect narratif derrière le jeu Magic. Concrètement, vous l'aurez deviné, c'est des cartes à collectionner, donc les joueurs vont accumuler des cartes représentant des créatures, des sortilèges, des magies, des enchantements, des objets magiques, tout ça, et des terrains. Et ils vont utiliser ce paquet de cartes-là, généralement 60 cartes, pour faire ce qu'on appelle un deck.
Ce deck-là, c'est la base du jeu. C'est avec ça qu'on va jouer. Voilà. Donc, avec ce deck-là, tu vas pouvoir entrer dans une partie. Donc, mettons qu'on joue ensemble, Émilie. On va avoir notre deck, on va avoir un morceau de table devant nous. Au début de la partie, on va toujours agir chacun de notre tour. Donc, c'est pas simultané, là, c'est tour par tour. Donc, au début de partie, on commence avec 20 points de vie. Si on arrive à 0 points de vie, on perd la partie. Et on va piger 7 cartes. Ça va être notre main. On va pouvoir jouer les cartes à partir de notre main sur le terrain qui est devant nous. Et donc, au début du tour, on pige une carte. On joue un terrain. Puis je parle beaucoup des terrains parce que le terrain, c'est la base de l'économie du jeu. Donc, chaque terrain génère un mana. Et avec ce mana-là, on peut jouer des cartes. Donc, une carte à 1 mana ne va pas être très forte, mais une carte à 7 mana va être très forte. Mais évidemment, ça prend 7 tours se rendre là, parce qu'on ne peut mettre qu'un seul terrain par tour. Donc, c'est ça qui rythme un peu l'expérience de jeu. Donc, on va picher une carte, on va mettre un terrain en jeu, et avec ce terrain-là, ben, on va jouer une carte. Un elfe peut-être, qui coûte 1 mana. Là, ben, si j'ai fini mon tour, je passe le tour. Ça, puis j'ai une carte, jouer un terrain, jouer quelque chose. Retour à moi. Au début de mon tour, ben, je pige une nouvelle carte. Toutes mes cartes qui étaient utilisées précédemment se réactivent, redeviennent disponibles. Et là, rinse and repeat. Je vais mettre un nouveau terrain, je vais utiliser mes terrains, je vais mettre une nouvelle carte. Une fois que les créatures sont en jeu, elles peuvent attaquer tes points de vie. Donc, elles vont t'attaquer toi. Toi, tu peux répondre en bloquant avec une autre créature, ou la détruire avec un sort, ou prévenir les dégâts, etc., etc. Essentiellement, c'est la version vraiment basic. Là. C'est très simple, en fait, comme description de l'interaction de la loupe de jeu. Parce qu'après ça, ben, ce qui devient complexe, et Magic, c'est un jeu qui est extrêmement complexe. Le livre de règles fait genre 80 pages. Rien de moins. Oui. T'as pas besoin de les connaître toutes par cœur pour y jouer, mais il y a tellement de cas de figure différents, puis il y a tellement d'interactions étranges que t'as pas le choix d'avoir un livre de règles qui est très conséquent. C'est ça, tu me disais un peu à la blague avant le podcast que les règles du jeu sont écrites sur la carte, là, Oui, c'est que ça. ça dépend du contexte, ça dépend qu'est-ce que la main de l'autre personne est. Donc, oui, c'est ça, Exact. c'est très contextuel, mais il y a des bases qui restent les mêmes. Exact. Les cartes sont. La complexité du jeu, en fait, est extrêmement contextuelle parce que quelles actions un joueur ou une joueuse va prendre dépend entièrement des autres cartes qu'elle a dans sa main et dépend également de ce qu'on a devant nous sur le jeu, qu'on a déjà joué, mais aussi de ce que l'autre joueur a sur le jeu et de ce que l'autre joueur a dans sa main. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre personne a dans sa main. Donc, c'est une gestion de risque, c'est une gestion des risques, des chances de comme est-ce que la personne pourrait détruire ma créature avec un sort d'éclair dans sa main? Peut-être. Mais elle en a déjà joué 2. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle en ait un troisième. Puis là, ben, t'attaques la créature, puis ben, maudit, elle avait un troisième sort d'éclair. T'es comme, Tu là, vois, tu perds, puis là, ben, tu vois les origines, oui, designer, mais mathématicien derrière tout ça, là. Donc, ouais, non, je comprends tout à fait, gérer les probabilités et tout, là. C'est je exact. pense que c'est ça qui ramène la complexité, comme tu le mentionnais. Mais Mhm. bon, si on revient un peu à ce que tu disais juste avant, là, bon, on comprend comment fonctionnent les règles et tout. Il y a beaucoup aussi à rajouter, mais pour le bienfait du podcast, restons-en là. Mhm. Euh, donc, il y a une économie interne, là. Tu disais, on achète des boosters, on joue, on les échange. Comment ça fonctionne exactement, ce genre de trade? Parce qu'après, ça va avoir un impact sur nos fameux proxys qu'on dit. C'est exact. C'est un vraiment bon point. Parce que, ben, comme je disais, pour jouer au jeu, ça prend un deck. Ça prend un minimum de 60 cartes. Et c'est de ça qu'on va piger pour jouer, pour combattre les autres joueurs, joueuses. Mais il faut obtenir ces cartes-là avant toute chose. Et pour obtenir ces cartes-là, il y a 2 manières. Il y a le moyen primaire, c'est-à-dire tu vas dans un magasin, tu achètes un booster. Wizards of the Coast, qui est la compagnie qui produit et distribue Magic the Gathering, ne vend que des boosters.
Il y a quelques produits de luxe qu'on peut acheter où on sait quelle carte il y a dedans. Mais en général, si tu veux des cartes Magic, il faut que tu achètes un booster. Un booster, c'est 15 cartes, 11 cartes qui sont communes, pas très bonnes, mais des fois utiles. 3 cartes qui sont semi-rares, déjà une coche de plus, et une carte rare ou mythique. Il y a à peu près une carte mythique par 8 boosters, en général. Puis c'est combien un booster? Booster, Environ. c'est à peu près 5 canadiens. Ah, Mettons OK. 5,50. Donc 5 pour 15 cartes. À peu près. OK. 5 pour 15 cartes, dont une a potentiellement de la valeur. Oh. Peut-être 2. Mm. Et le jeu est structuré en édition. Dès que quand Wizards publie une nouvelle édition de Magic, c'est à peu près 150 à 250 cartes nouvelles, généralement uniques. Des fois, il y a des réimpressions. Oh, OK. Non, ça aussi, ça a un impact, Exact. justement, comme, faut que j'achète cette édition-là, sinon je pourrais ne plus l'avoir. Exact, parce que ces Ah, éditions-là ne sont pas réimprimées. Certaines cartes sont réimprimées ponctuellement dans des éditions futures, mais on n'a aucune garantie de ça. C'est-à-dire qu'une édition qui est sortie il y a 10 ans, ben, il y a des gens qui gardent des boîtes en collection, donc je pourrais trouver ces boîtes-là, mais généralement, des boîtes de boosters, 36 boosters. Je pourrais trouver ces vieux boosters-là, mais à 20-30$ le booster, parce que c'est des jeux de collection. Ou je peux aussi ne plus jamais acheter de booster de cette édition-là. La oh, deuxième manière, fait que là, déjà, on voit que si tu veux trouver la bonne carte, c'est faut du que tu travail, cherches. c'est du Il faut que tu mettes travail. la pièce. Oh, Alternativement, parce qu'évidemment, si c'était la seule manière, ben, ce serait un peu ridicule. Il y a ce qu'on appelle l'économie secondaire. L'économie secondaire, en fait, c'est toi, tu as des cartes, moi, j'ai des cartes, moi, je veux tes cartes, toi, tu veux mes cartes, ben, on va s'échanger ces cartes-là. Donc, si toi, tu as un dragon, puis moi, j'ai un serpent, ben, moi, je vais te donner mon serpent, puis je vais prendre ton dragon. un downgrade d'avoir un serpent, mais bon. Il y a des gros serpents, puis il y a des petits dragons. Question de synergie, en tout cas, bref, whatever. On ne rentrera pas là-dedans, mais. Non, non, non. Et donc, ça, c'est de l'échange d'une personne à l'autre, c'est du troc. Mhm. Mais les magasins qui vendent des cartes, parce qu'il y a plein de magasins qui sont spécialisés dans les cartes Magic ou juste les cartes à collectionner en général, Mhm. eux vont agir un peu comme un middleman, en fait. Ils sont un distributeur. Eux, ils vont acheter des cartes rares ou ils vont ouvrir des boosters pour trouver des cartes rares. Ils vont les mettre en vente dans leur magasin. Puis moi, je vais arriver, je vais faire comme ouh, j'ai vraiment goût d'avoir ce dragon. Il coûte 20$. Je vais dire au monsieur, est-ce que je peux avoir votre dragon? Voici 20$. Super, j'ai un dragon maintenant. Donc, ça, c'est l'économie secondaire. C'est très important parce que ben, ça fait qu'on n'a pas besoin d'acheter 50 boosters pour avoir un dragon. Tu peux juste payer 20$ pour avoir un dragon. Sauf que, tu sais, si un dragon coûte 20$, puis que ça me prend 60 cartes pour pouvoir jouer au jeu, juste pour pouvoir jouer. Si ça me coûte 60$ si j'ai besoin de 64, puis mettons le coût moyen de mes cartes, parce qu'ils vont pas toutes coûter 20$, mes cartes. Il y en a qui vont coûter 1$, il y en a qui vont coûter 50$. Mettons que c'est 5$ le coût moyen de ma carte. Ben, le calcul est rapide. Mon deck de 60 cartes, ben, il vient de me coûter 300$ Exact. Donc, pour jouer au jeu. et ça, c'est sans compter là, les nouvelles éditions, la rareté. Est-ce qu'on se tient finalement au même deck? Est-ce que j'ai besoin de le rafraîchir un petit peu? Donc, ça, c'est effectivement, ça devient un hobby un petit peu dispendieux. Un petit peu dispendieux, c'est un understatement. Un peu, ouais, excusez, j'ai un peu, entre Un guillemets. peu. Magic the Gathering, c'est un hobby dispendieux. Puis, est-ce que c'est pire qu'autre chose? Je sais pas. Acheter une nouvelle paire de skis, ça peut coûter 500$. Aller pêcher, ben ça, bref. Tous les hobbies coûtent Oui. de l'argent, évidemment. Magic, c'est pas nécessairement pire qu'autre chose. Le problème, c'est que dans Magic, des nouvelles cartes sortent 3 fois par année. Ces nouvelles cartes-là sont généralement meilleures que les anciennes, parce qu'il faut acheter du nouveau produit. Hein, mais Magic, c'est pas juste un jeu, c'est un produit. Et tu finis toujours un peu par faire comme ah, ça me prendrait cette nouvelle carte-là. Ah, ça, j'aimerais ça. Ou ah, j'aimerais ça participer à tel événement. Fait que c'était un 5$. Ou tu sais, moi, je vais jamais dans un magasin de jeux
sans acheter un booster. C'est un problème que j'ai. Je vais dans un magasin de jeux pour acheter un jeu de société. Ben, je fais comme, bah, pas le petit booster. Un petit 5 piastres, ça doit plus. Ouais, ouais. Exact. Fait que, tu sais, un 5 piastres là, un 10 piastres là, 50 $, 60 $ ici pour acheter une grosse carte, ça monte. Ça monte très vite. C'est ça. Il y a un entretien. Il n'y a pas juste le coût initial, il y a l'entretien à long terme. Il y a l'entretien. Exact. Il y a l'entretien parce que tu joues avec des personnes et ces personnes-là mettent de l'argent dans le jeu aussi. Sauf que si mon ami Johnny, si Johnny, lui, il a un bon salaire, il fait beaucoup d'argent, puis Magic, c'est un hobby qui est vraiment important pour lui, fait qu'il met beaucoup d'argent, c'est qu'il va mettre 100 $ par mois, 200 $, 500 $ par mois pour acheter de nouvelles cartes, construire des nouveaux decks, avoir de la variété. Puis moi, je suis là avec mon petit 20 $ par mois parce que j'ai pas beaucoup d'argent, puis je fais attention à mes dépenses. Ben, c'est sûr que lui, il va avoir des meilleures cartes que moi. C'est sûr que lui, il va avoir un meilleur deck que moi parce que, évidemment, dans ton deck de 60 cartes, ben, plus tes cartes sont fortes, plus ton deck est fort. Puis plus ton deck est fort, Mhm. plus tu gagnes. Magic, c'est un jeu de hasard parce que les cartes sont aléatoires dans ton deck. C'est un jeu de stratégie parce qu'il faut que tu prennes les meilleures décisions en fonction de ce que tu as de ton côté et du côté de l'autre. Mais c'est également un jeu qu'on pourrait dire pay to win. Si tu as des meilleures cartes, tu as des cartes qui sont plus fortes, tes décisions sont plus faciles à prendre, tu gagnes plus. C'est vraiment une suite logique. Et c'est là que l'intérêt de ta recherche, les Yes! proxys viennent amener, pardon, justement cette pratique alternative. Justement, si on prend le scénario, j'ai pas beaucoup d'argent à mettre, mais je veux jouer avec mes amis de manière non compétitive, juste pour le fun. Donc, les proxys sont là justement pour amener euh, comment je pourrais dire ça, Pour équilibrer l'expérience de jeu. cet équilibre-là, exactement, justement, pour Tout à pas fait. avoir à mettre 300 $ par année ou plus, là. Ouais. Donc, effectivement, déjà, c'est quoi un proxy? Un proxy, c'est facile, c'est une fausse carte. Tout simplement. À sa plus simple expression, ça peut être une carte commune que j'ai ramassée, j'ai écrit au marqueur gros dragon, puis ben, ça à partir de maintenant, c'est un gros dragon. Quand je joue au Monopoly, tu peux jouer soit avec le bateau, tu sais, le La, bateau de guerre, la- le la- destroyer, ou la petite chaussure. ou la petite chaussure, ou tu peux aussi jouer avec un bouchon de bouteille de bière. C'est la même chose. T'as pas besoin d'avoir le destroyer ou la petite chaussure. Ça peut Effectivement. être n'importe quoi. Mhm. Et le proxy, c'est la même chose. Si sur ma carte, toutes les règles sont écrites, sur ma fausse carte, sur mon proxy, ben, j'ai pas besoin d'avoir la vraie carte parce que les règles sont là. J'ai pas besoin d'avoir le art, j'ai pas besoin d'avoir le frame cute ou que j'ai pas besoin que ça brille. J'ai besoin d'avoir les règles. Mhm. Donc, fonctionnellement, un proxy, c'est la même chose qu'une vraie carte, une carte authentique. À noter quand même avant de continuer, l'utilisation des proxys est interdite dans deux contextes seulement. Soit pour le jeu compétitif, donc si on va dans un événement officiel sponsorisé par Wizards of the Coast, on a le droit d'utiliser que des cartes authentiques, ce qui est normal. Et c'est également illégal, et ça c'est illégal, pas juste pas dans les règles du jeu, de faire de la contrefaçon avec les cartes Magic. Donc si j'imprime une carte proxy qui est vraiment jolie, j'ai pas le droit de la vendre comme une carte authentique. Ça, c'est la contrefaçon, c'est illégal. Évidemment, dans ce podcast, et Vectis n'encourage pas du tout l'utilisation, la création de contrefaçons Non, ou non, l'abus de propriété intellectuelle de qui que ce soit. non, on n'aime pas ça, ça. On n'aime pas ça. Mais dans le jeu non compétitif, c'est-à-dire dans mon salon, avec une bière, des chips, ton kombucha, selon vos préférences, ben on s'en fout. Il n'y a pas de règle contre ça. Tout le monde peut utiliser les cartes qu'ils veulent, y compris des fausses cartes, y compris des proxys. Mais si seulement c'était aussi simple que ça, C'est ça, non. Émilie, Là, seulement. tu m'amènes justement à la troisième section de notre discussion d'aujourd'hui. Mhm. Le débat, parce qu'il y a un débat. Le débat. Ça amène des règles informelles, ces proxys-là, c'est-à-dire, comme tu disais dans ton salon, il y a une sorte là je pense que je devance un peu, mais il y a une sorte de contrat social, un contrat ludique qui se fait avec ces Mhm. cartes-là, qui est accepté, mais qui n'est pas toujours accepté. Comme je disais, le fameux débat des proxys. Je vais te laisser en discuter plus, puisque c'est quelque chose que tu touches
dans ton projet de mémoire qui est, ma foi, vraiment très, très, très intéressant. Je trouve aussi. Bon, c'est pas tout le monde qui trouve ça, qui trouve que c'est intéressant, mais on est des nerds, fait qu'on aime ça. Euh, donc oui, le débat du proxy. Les proxys ne font pas l'unanimité au sein de la communauté. Il y a des subreddits, par exemple, qui bannissent la mention de proxy. Wow. Ouais, puis il y a des débats qui se créent autour de ça. Durant la rédaction de mon projet de mémoire, j'ai posé la question à mon groupe d'amis avec qui on joue à Magic. J'étais comme, ah ben, qu'est-ce qui vous pousserait à utiliser un proxy ou pas? Et ça partit un débat qui a roulé pendant à peu près 24 heures où le monde s'ostinait. Donc, ça restait cordial, là. C'est pas. Il n'y a pas d'amitié qui ont été brisées ici, là, mais le monde ont quand même débattu pendant presque une journée de temps. Juste à la mention d'utiliser des proxys. J'imagine juste le dîner de Thanksgiving. Il y a juste une famille de nerds qui joue à Magic. Hey, by the way, proxy, right? Débat. Exactement la même vibe. Les élections américaines, les proxys, même combat. Donc oui, donc tu vois qu'il y a des sanctions qui peuvent se faire, ne serait-ce du grave du genre bannir et du moins grave on en discute mais on est d'accord, pas d'accord. Mais pourquoi? Ça vient d'où en fait? Ça vient d'où ces origines de débat-là en fait? Dans le milieu non compétitif, là, on s'entend. Évidemment. Au milieu compétitif, il n'y a pas débat, leur utilisation est interdite. Ben, c'est un peu ça la question en fait. C'est un peu ça la question que je me pose. Parce que, j'en parlais plus tôt, Magic the Gathering, Magic, c'est un jeu qui se joue à toutes les sauces. Peut-être que chez moi, on joue pas avec des paquets de 60 cartes, on joue avec des paquets de 75 cartes. Pourquoi pas? C'est mon jeu. C'est mes cartes à moi, puis si on a le goût de jouer comme ça, ben on a le goût de jouer comme ça. C'est ça la beauté du jeu également. Mais cette manière de jouer-là, ou plutôt toutes ces différentes manières de jouer-là, présupposent, ce que tu as mentionné aussi plus tôt, un contrat ludique. L'idée du contrat ludique, c'est pas compliqué. Ben, c'est un peu compliqué, mais c'est pas. On va essayer de faire ça simple. Le contrat ludique, c'est cette entente que tous les joueurs ont en arrivant dans le moment de jeu. Ce contrat-là, où on se dit, ben, on va tous jouer pour avoir du fun, on va tous jouer dans le respect des règles, on va tous jouer dans le respect de l'autre. C'est un peu ça l'idée, grosso modo. Sauf que ce contrat-là ludique, souvent, n'est pas explicité. C'est pas tout le monde là, qui va prendre le temps de s'asseoir, faire comme, ah ben, ça c'est le contrat ludique qu'on met en place. Es-tu d'accord? Es-tu pas d'accord? Est-ce qu'il y a négociation? Ou, Tout à fait. Surtout dans Magic, où il y a tellement de manières de jouer. Peut-être que moi, la manière que je joue est différente de la manière que mon ami Johnny joue. Fait que là, ben, ça crée un clash. Parce que moi, j'ai un groupe de jeu, puis on joue de manière A. Lui a un groupe de jeu, puis il joue de manière B. Puis là, ben, quand on se rencontre, on crée un troisième entité ludique. Puis ben, on joue pas de manière A, on joue pas de manière B. Et là, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Et c'est là le problème avec le problème. C'est là le débat qui entoure les proxys. C'est qu'il y a des gens qui vont être super d'accord avec l'utilisation des proxys. Ils vont se dire, les proxys, ça rend le jeu plus accessible. Ça veut dire que les gens qui ont moins d'argent peuvent y jouer. Les gens qui veulent tester des choses, qui sont très créatifs à travers leur construction de deck, peuvent y jouer également, puis ils n'ont pas besoin de dépenser une fortune pour y jouer. Ça fait qu'on peut jouer aussi avec des cartes qui sont vraiment rares, qui ne sont pas réimprimées depuis longtemps. Des cartes qui valent 250 $. Moi, j'ai jamais joué avec ces cartes-là. Parce que j'ai jamais mis 250$ dans le jeu. En tout cas, d'une shot. d'une shot. J'ai déjà mis bien plus que 250$ dans le jeu. Donc, ça, c'est groupe A. On est comme, yeah, les proxys, c'est bien. Puis là, ben, t'as le groupe B qui se dit, mais les proxys, c'est de la triche. Les proxys, déjà, c'est contre les règles. Puis là, ben, ça, je vais revenir dans 2 secondes sur les règles. Là, vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, mais je fais des guillemets avec mes doigts. C'est contre les règles, ça crée une surenchère, une course à l'armement. C'est quoi les limites? Est-ce qu'il y a des limites? Ben, tu peux faire n'importe quelle carte, plus besoin d'avoir de règles. Bref. C'est comme 2 manières de penser qui sont également légitimes. Le fait que les cartes soient rares et que les cartes aient un coût, ça crée une certaine régulation dans l'expérience de jeu.
forcément les cartes qui sont plus chères, ben, moins de gens vont les avoir. Parce que si tout le monde avait ces cartes-là, ben, elles ne seraient pas plus fortes. Plus fortes que n'importe qui d'autre. Mais la question de la triche qui est importante ici, parce que la triche, bon, il y a plusieurs sortes de triche. Hein. C'est quelque chose qui est un peu socialement construit, la nature de la triche. C'est que Mia Consalvo dit, ou même Selene Zimmerman dans leur Rules of Play. Il y a différents types de règles. Donc, il y a les règles écrites qui ne prohibitent pas. C'est un mot français, prohibite? Je ne sais pas. Qui n'empêchent pas l'utilisation des proxys dans le jeu non compétitif. Et tu as les règles non écrites, où moi, dans mon groupe, les proxys, c'est correct, puis dans le groupe B, les proxys, c'est pas correct. Et donc, évidemment, dans mon groupe, les proxys, c'est pas de la triche. Dans le groupe B, les proxys, c'est de la triche. Et c'est cette formation-là, sociale, des règles, qui est intéressante, parce que c'est une question de normes, c'est de normaliser, en fait, la manière de jouer. Et comment est-ce que ces normes-là se fonctionnent? Donc, la formation des normes dans un groupe, c'est quelque chose qui est connu, toi, tu le sais très bien, ton propre mémoire portait sur le sujet, entre autres choses. Mais donc, la formation des normes, c'est quelque chose qui est connu. Souvent, c'est une question d'influence, une question de pouvoir. Mais dans un groupe de jeu, particulièrement un groupe de Magic, qui est un jeu qui est quand même de nature compétitive, qui a le plus de pouvoir, qui a le plus d'influence, souvent, ça va être les gens qui gagnent plus. C'est les meilleurs joueurs. Sauf que, ben ça, on l'a déjà dit. Qui gagne plus à Magic, c'est les personnes qui ont les meilleurs decks. Les personnes qui ont les meilleurs decks, c'est les personnes qui ont les meilleures cartes. Puis les personnes qui ont les meilleures cartes, c'est les personnes qui ont le plus de budget. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux, une influence aussi qui... La normalisation vient de l'influence aussi de ceux qui gagnent, donc ceux Gagnent plus. qui gagnent plus et qui ont plus de budget mis dans leur deck. Donc, cette dictation de normes-là vient justement mettre de ce que je comprends, là, ça vient mettre un peu le fardeau sur sur la proxy et dire non, puisque ça dévalorise en fait tout l'argent que j'ai mis. Même si c'est censé être une alternative, justement, pour du jeu non compétitif. Exact. Gros cercle vicieux. Évidemment, ça, c'est mon hypothèse. Puis ben, j'ai très hâte de faire mon terrain pour. Pour voir si c'est vraiment ça qui se passe, en fait. Parce que peut-être que c'est pas ça qui se passe. Et il y a d'autres points de vue qu'on pourrait prendre sur pourquoi est-ce que les proxys c'est correct ou c'est pas correct. Il y a des gens qui disent que les proxys c'est du vol. Là. Donc ça, il y a des gens qui disent que les proxys c'est de la triche, hein, parce qu'on normalise ces règles-là de qu'est-ce qui est de la triche, qu'est-ce qui l'est pas. Il y a des gens qui disent que c'est du vol parce que en utilisant des proxys, ben, on donne pas d'argent au magasin de cartes, on donne pas d'argent à Wizards of the Coast. Ben ça n'encourage pas les magasins à être un lieu qui distribue, mais aussi un lieu où les gens peuvent jouer, où les gens peuvent socialiser. Ça fait mal au hobby. C'est à l'encontre de l'économie qui a été mise en place. Oui. La structure Parce sociale. que la nature du jeu Magic, c'est un jeu qui est mercantile. C'est un produit, mais c'est un jeu, mais c'est également un produit. Ne pas acheter les cartes, ne pas participer à ce système mercantile-là, c'est ne pas participer au jeu d'un certain point de vue. Et ne pas participer au jeu, c'est ne pas participer au mouvement social qui l'entoure. Parce qu'évidemment, les magasins vivent de la vente de boosters, vivent de la vente de cartes à l'unité, vivent des événements aussi qu'ils organisent. Mais ça reste que ces endroits-là, c'est des lieux de socialisation, c'est des lieux de jeu. Sauf que si on n'encourage pas ces magasins-là, ben, ils vont faire faillite, ils vont fermer. Puis ben, s'ils ferment, ben, on n'aura plus nulle part où jouer, puis ben, le jeu va mourir. Fait que c'est un peu cette réflexion-là également qui alimente le débat autour des proxys, qui est une question, au demeurant, juste, parce qu'effectivement, si j'achète rien au magasin, ben, le magasin est fermé, puis ben, si le magasin ferme, c'est moins de visibilité pour le jeu. Si moins de visibilité, ben, c'est moins de joueurs, etc., etc. Ouais, mais il y a aussi, on rentre pas dans le détail, mais aussi, c'est une compagnie multimilliardaire. Est-ce qu'elle va vraiment faire faillite parce que quelques personnes utilisent des proxys? Donc ça, j'imagine, c'est un autre argument pour ceux qui sont pour les proxys qui
rentre aussi là-dedans et tout ça. Voilà. Donc, ouais, Euh, un beau Thanksgiving. un beau sujet de conversation en famille. Si seulement la famille jouait à Magic, il n'est pas trop tard pour les initier. Euh, Puis, effectivement, ça, c'est un super bon point là, de Wizards of the Coast. Aujourd'hui, ils distribuent puis ils produisent également Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle le plus populaire au monde. En tout cas, certainement un des plus populaires. Entendu le plus, au moins. Ouais, clairement. Magic aussi, en fait, Wizards of the Coast, c'est la division de Hasbro qui, dans les dernières années, avec le COVID, a fait le plus d'argent. Quasiment une des seules qui a fait du profit. Puis on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Là. On parle pas du petit change. Fait que Magic se porte bien. Wizards of the Coast se porte très bien également. Hasbro, c'est un peu too big to fail. Là. Ouais. Si tu me permets l'expression. C'est Hasbro. Donc, voilà. Est-ce que les cartes proxy, c'est du vol? Est-ce que ça heurte le jeu? La question se pose. Encore une fois, j'ai très hâte de voir ce que mes participants vont, dire, comment ils se sentent par rapport à ça. Ben justement, si tu me permets, je voulais justement comme Mhm. aller vers la finale de ce podcast-là. Puis en fait, je voulais entendre qu'est-ce que tu comptais faire en fait dans ce projet de mémoire. C'est vers où tu voulais t'en aller pour aller étudier ça, cette question ô complexe. La prochaine étape de l'entrevue, c'est d'abord le jury, l'obtention de la certification éthique. C'est essentiel quand on travaille Mhm, avec des humains. mhm. Mais après ça, ça va être un processus d'entrevue. C'est tout simplement m'asseoir avec des gens en vidéoconférence parce que le COVID. Mais parce que le COVID, mais aussi parce que moi, j'ai le goût d'aller chercher une population qui est diverse. Fait que je vais publier mon annonce lorsque le temps sera venu dans des magasins locaux, ceux qui voudront bien la publier, parce que je croise les doigts. Peut-être que parler des proxys, c'est pas nécessairement un sujet qui les intéresse full. Ouais, Euh, il y a la potentielle voyons, rejet. Peut-être, tu sais, je pense à Reddit, je me dis, ce serait tellement cool, mais peut-être qu'ils vont, comme tu dis, bannir ta publication parce que ça parle de proxy. Donc, mhm. oh ouais, hein. C'est ça aussi. Le but, c'est de publier sur des groupes Facebook, des subreddits, pour avoir. Parce que Magic the Gathering, c'est un jeu qui est international. Mhm. C'est pas juste. C'est surtout nord-américain, mais ça se joue au Japon, ça se joue en Amérique du Sud beaucoup, ça se joue en Europe, ça se joue peut-être en Afrique, je sais pas. À J'ai pas voir. vu. Mais je sais que ça se joue beaucoup en Asie aussi. Quand j'étais au Japon, j'ai acheté des cartes japonaises, j'étais bien content. J'ai rien pogné de rare, mais c'est pour le souvenir. Mais c'est quand même humble brag. Regarde ma belle carte qui vient du Japon. Exact. Donc, ça se joue partout dans le monde et bien sûr, c'est un projet de mémoire, de maîtrise. Je peux pas représenter la population, je peux pas représenter 20 millions de joueurs. Et ça Ça serait marche. un peu contre-productif que tu ailles à 50 personnes, 100 personnes. À un moment donné, ça va revenir au C'est ça. même après quelques entrevues. Exact. Euh, on va aller pour peut-être une dizaine d'entrevues, idéalement avec la population la plus diverse possible, des hommes, des femmes, des Canadiens, des Américains, peut-être du monde. Là, moi, je parle juste anglais et français. Mon allemand est très mauvais, voire même non existant. Fait que, tu sais, ça va être peut-être difficile d'aller chercher des gens de d'autres pays, mais s'ils parlent anglais, s'ils parlent français, ça va faire plaisir d'avoir des participants et des participantes là, de tous les horizons. Tous les horizons. Fait que c'est ça la prochaine étape du mémoire, ça va être de recruter une population qui est diverse, qui est intéressée et intéressante. Et mon expérience, c'est que les joueurs de Magic, les joueurs et les joueuses de Magic aiment ça parler de plein de choses, surtout de Magic. Moi, le premier, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Euh, et les proxys, c'est un sujet qui fait jaser. J'ai quand même pris des mesures pour protéger mon identité là, sur les subreddits de Magic parce que bon, la toxicité, c'est quelque chose qui existe sur Internet, Malheureusement. particulièrement particulièrement sur les subreddits, particulièrement Surtout là. dans les subreddits de Magic. Donc voilà, donc je vais quand même prendre des étapes pour protéger mon identité sur le World Wide Web.
mais ça me fait plaisir quand même de. Et puis, si jamais il y a débat et que mes posts se font bannir, ben, pour moi, c'est quand même une petite victoire et ça en dira quand même long sur la posture de la communauté. Effectivement, c'est quand même un résultat. S'il y a Exact. justement ban, là, moi je pense que Mhm. ça reste. C'est plate, mais ça reste un résultat très, très, Oui, très intéressant. On s'attend à exact. quand à ce super mémoire, là? Tu nous as donné un petit tease aujourd'hui, là, mais on s'attend à peu près vers quand qu'on pourra lire Euh, cette chose? no pressure. No pressure. Non, on dit une date, mais on dit plutôt une année, Exact. peut-être, là. Oui, c'est ça. En 2024, quand je l'aurais pas fini, tu pourrais sortir le podcast, faire comme t'avais dit en juin. Eh! Euh, Moi, je vise un dépôt en novembre. Euh, Mon objectif personnel, c'est que ça dépasse pas en 2022. Donc, Euh, la lecture publique vers 2022, mais on essaye exact. vers 2021 le dépôt. On croise les doigts, on te souhaite Absolument. bonne chance. Si les gens qui nous écoutent ont des amis qui ont eux aussi des discussions vraiment intenses sur les proxys, n'hésitez pas à rejoindre Félix. Je suis sûre que ça lui ferait grandement plaisir de vous entendre. Absolument. J'ai créé une adresse courriel pour cette recherche. Je peux Oh, te l'envoyer pour s'il y a des gens qui sont intéressés. Évidemment, je ne peux pas procéder à des entrevues ou à des communications avec les gens avant d'avoir reçu ma certification éthique. Mais si j'ai déjà une banque de recherche, une banque de participants, ça me fera plaisir de vous contacter quand tout ça sera fait, donc d'ici un mois environ. Effectivement, attendons la certification qui est très, très importante, comme on l'a mentionné, dès qu'il y a des êtres humains dans une recherche. Mais oui, on va Mhm. mettre ça dans la barre d'infos et sur l'article pour les intéressés. Yes. Super. Écoute, est-ce qu'on t'aimerais ça rajouter quelque chose qu'on n'a pas discuté puis que j'ai passé au travers ou y a-tu un truc, le mot de la fin que tu veux nous dire? Sinon, on peut terminer ça comme ça. Peut-être un mot de la fin. Mhm, Plutôt pour les personnes qui n'ont jamais joué à Magic et qui ne savent mhm. pas c'est quoi, puis ils sont comme Waouh, Magic, ça a l'air d'être comme la pire chose, slash la meilleure chose. Ouais, Euh, ouais, ouais. Non, 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 attendons. c'est un peu. Magic the Gaming, c'est un jeu qui a ses défauts, évidemment. Mais c'est un jeu. C'est un jeu que moi j'aime d'amour. Là. Comme je disais, j'y joue depuis presque 20 ans quand j'étais jeune, puis j'y joue encore régulièrement avec des amis. C'est un jeu qui m'a permis de rencontrer plein de monde, que je suis chanceux de pouvoir appeler mes amis aujourd'hui. C'est une communauté qui est super le fun. C'est un jeu d'une complexité phénoménale. Là de rien, ça me rajeunit pas, mais ça fait genre 28 ans, 29 ans, je pense, là, depuis 93, que des cartes sont publiées à chaque année, plusieurs fois par année. Il y a de quoi faire. Si faire du deck building, ça vous intéresse, si la collection, ça vous intéresse, si un jeu de cartes extrêmement complexe et extrêmement compétitif, ça vous intéresse, Magic, c'est sûr que c'est un jeu qui va être votre tasse de thé. Évidemment, Magic, c'est un hobby qui est dispendieux, on l'a déjà dit. Il y a des manières autour de ça avec les proxys. Il faut trouver un groupe. Hein. C'est pas un jeu que tu peux jouer tout seul. Mais ça reste une expérience qui est vraiment le fun. Si on accepte le jeu, en fait, tous les avantages du jeu viennent avec ses défauts et il faut les accepter pour les apprécier. Mais il y a plein de ressources en ligne pour commencer à y jouer. Si jamais vous avez des questions au propos du jeu, si jamais vous voulez en apprendre plus, ben, n'hésitez pas à me communiquer avec l'adresse courriel qui va être dans la description down below. Ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Évidemment, like, share and subscribe. Ah non, on n'est pas sur YouTube, excuse-moi. Oui, ça va être sur YouTube, justement. Ah, ça va être sur YouTube? Si vous avez aimé Shit. ça, à liker. Un petit pouce, c'est toujours apprécié. Mais je trouve ça Absolument. super intéressant ce que tu as dit de dire que oui, ça a ses défauts, mais je trouve ça humble que justement tu dises pas comme non, c'est tout rose, Magic, mais tu es capable de dire non, mon jeu préféré a des défauts, puis il faut aller creuser là-dessus. Puis ça, je trouve ça Mhm. super intéressant que justement, tu pas une position ferme et inflexible. C'est vraiment très bien, je trouve. Le contraire serait difficile, mais, mais c'est vrai. Mais c'est important de D'être prendre critique. le pour et le contre. C'est le yin et le yang. Les bonnes parties, mais les mauvaises parties à l'intérieur. Les mauvaises parties, les bonnes parties à l'intérieur. C'est l'équilibre.
Super. Ben, un gros merci, Félix, de nous avoir expliqué en moins d'une heure c'est quoi Magic et sa complexité et les débats avec les proxys. Je te souhaite la meilleure des chances pour ton projet d'éco-pouvoir. Merci. Mais merci à toi de m'avoir acquis. C'est vraiment un grand plaisir.